Bien, mesdames, messieurs, bienvenue en ces lieux. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette table ronde. Donc, nous avons souhaité rencontrer les organisations syndicales représentatives de Radio France. Vous comprendrez, bien entendu, pour nous, la très grande utilité de vous entendre. Euh, Table ronde d'1 heure et demie qui devrait nous permettre, si vous êtes d'accord, d'échanger sur les conditions d'emploi des artistes et techniciens du spectacle dans l'audiovisuel public et leur couverture conventionnelle. Bon, l'audiovisuel public est, vous le savez mieux que nous, un important employeur d'artistes et de techniciens du spectacle. Et nous pensons, j'imagine comme vous, que cet audiovisuel public a un devoir d'exemplarité dans ce domaine. C'est pourquoi il nous a semblé important d'entendre, vous le savez bien ce matin, les directions de Radio France et France Télévisions, ainsi que le syndicat des médias de service public. Et voilà pourquoi il nous a paru important de vous rencontrer toutes et tous cet après-midi. Alors, nous avons un temps d'1 heure et demie. Si vous en êtes d'accord, chacun des syndicats par l'un de ses représentants pourrait s'exprimer, de façon à nous permettre, au terme de vos exposés liminaires, de permettre d'abord au rapporteur, Jean-Patrick Gilles, et ensuite à nos collègues qui sont déjà présentes pour deux d'entre elles et d'autres doivent nous rejoindre, de vous interpeller, de vous demander, j'imagine, des compléments par rapport à vos exposés respectifs. Voilà, je pense que ça sera la bonne formule. Y a-t-il l'une ou l'un d'entre vous qui doit commencer, qui accepte? Alors, je vous en prie, madame. Et puis après, on n'a qu'à faire dans ce sens. Oui, Tout ce que je vous demande, c'est de bien vous présenter au moment où vous oui, prenez la parole, de façon à ce qu'on intègre bien. très, Merci. très bien. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Kerk. Oui, François Chazot, secrétaire général de la Fédération Spectacle Audiovisuel Presse. Nous avons été donc invités à participer à cette table ronde, mais la plupart d'entre nous se sont posé la finalité. Est-ce que il y a une ramification avec par la suite la négociation des annexes 8 et 10. Nous avons ce gros souci, vous le savez, parce que bien sûr, Radio France est le principal employeur, notamment pour les artistes. D'ailleurs, mon camarade Michel Sidorov en parlera précisément. Mais nous avons surtout quel est le but de cette table ronde. Sur l'exemplarité, on est d'accord, bien sûr. Sur les conventions, nous sommes d'accord. Mais juste, on tient à rappeler que c'est quand même l'État qui est le principal actionnaire de nos sociétés et qui est en partie vigilante grâce aussi à un contrôle d'État par derrière. Donc je tenais quand même à le rappeler et que les organisations syndicales, bien sûr, elles sont là pour négocier, appliquer les accords signés et évidemment surveiller. Mais vous savez que ce n'est pas un monde parfait et que nous sommes là quand même pour soutenir d'abord les intérêts des salariés que nous représentons. Mais voilà, si Michel. Merci de ces précisions. Je vous en prie. Oui, Michel Sidorov, réalisateur à Radio France, et je suis membre du syndicat national Force ouvrière, du SNFORT, radio et télévision, et du SNLAFO, syndicat national libre des artistes Force ouvrière. Vous avez prononcé le mot d'exemplarité. Nous imaginons bien qu'il s'agit des règles respectées ou non respectées d'emploi des professionnels dits, enfin, qui appartiennent à la catégorie des intermittents du spectacle dans l'audiovisuel public. Alors, comme déclaration liminaire, je tiendrai d'abord à dire que la première exemplarité que les sociétés d'audiovisuel public doivent montrer, c'est celle de la production qui correspond effectivement aux missions de service public. En ce qui concerne Radio France, la récente diminution du budget de la radio, décidée par le gouvernement, et qui, comme d'autres diminutions budgétaires, d'autres attributions des missions des services publics, correspond
à un transfert de fonds du public vers la finance, hein, car il s'agit de financer les banques et les spéculateurs, ce qui nous paraît parfaitement inacceptable. En ce qui concerne Radio France, on assiste depuis plusieurs mois à une diminution de la production, en particulier sur France Inter avec la suppression des nuits de France Inter, et en ce qui concerne France Culture, qui est la chaîne qui emploie le plus d'artistes, à une diminution larvée de la production à travers une interprétation assez tendancieuse des contenus et des formats, en particulier par la multiplication des lectures, voilà, en lieu et place de véritables fictions. Je tenais à faire cette déclaration tout d'abord pour commencer, et en répétant la question. Attendez, si chacun de ma fait une camarade déclaration Françoise, liminaire générale sur voilà. la politique de Radio France, la politique, on va pas s'en sortir là. C'est intéressant, mais c'est pas notre sujet, puisque vous avez posé question sur la finalité. Nous, notre sujet, c'est les sujets de la mission d'information, c'est les conditions d'emploi, comment on peut les améliorer. Alors, ça interfère évidemment, mais enfin. Je propose, parce que je connais le jeu, si une organisation syndicale commence à faire une déclaration générale, les autres vont se sentir obligés de le faire. C'est sympa, mais bon, on voit à peu près ce que vous pouvez penser là-dessus, et c'est pas notre sujet. Encore une fois, notre sujet, il est une dimension un peu plus technique. Ce qu'on voudrait, c'est des informations, vos positions sur justement les politiques d'emploi, l'emploi permanent, l'emploi en CDDU. Hein. Vous avez bien compris que c'est au cœur de notre réflexion, surtout que certains, on a déjà eu le plaisir de vous voir, donc on le poursuit, mais on a fait beaucoup le spectacle vivant. Maintenant, on essaie de comprendre les logiques à l'œuvre dans l'audiovisuel de manière générale. Enfin, c'est notre journée. Vous savez peut-être qu'on est dans le vif du sujet, puisqu'on a auditionné ce matin à la fois Rémi Fimelin et Jean Lucas. On a posé quelques questions. Donc, c'est d'avoir votre vision, hein, votre diagnostic, éventuellement vos propositions, et puis aussi des informations, puisque ça a été évoqué ce matin, sur le travail conventionnel, hein, parce qu'on n'est pas uniquement sur le sujet de l'intermittence, on est les conditions, c'est clair, hein, c'est les conditions d'emploi. Voilà, excusez-moi, mais Reprenons. Est-ce que vous aviez terminé votre propos Je tiens à confirmer ce que j'ai dit en ce qui concerne les propositions des organisations syndicales, car je rappelle que nous ne sommes pas des syndicalistes de la participation et de la proposition, mais de la revendication. Les propositions des organisations syndicales sont des revendications. C'est la première chose. Cela, au moment où il est question de consensus, au moment où il est question, n'est-ce pas? Non, déjà, c'est pas un débat général, on va pas faire un débat donc, qui me passionnerait sur le syndicalisme. Donc nous revendiquons la production, et je tiens à dire ici qu'une diminution de la production est en cours. On peut toujours parler de conventions, d'accords, de la manière dont les gens sont employés, mais si le nombre d'employés diminue radicalement, ça c'est une réalité qui est incontournable. Or, aujourd'hui, il y a une baisse de la production qui est en cours, et je tiens absolument à commencer par cette déclaration et à revendiquer une remontée de la production, de même que dans le spectacle vivant, nous condamnons les fermetures de théâtres qui sont pratiquées par la municipalité de Paris actuellement. C'est la même chose. Ok. Sur le cœur de notre sujet, pas d'autres, en ce qui vous concerne, pour l'instant, pas d'autres observations. Voulez-vous poursuivre dans ce sens ou on veut bien. Pas pour l'instant. Aussi, bien sûr, hein. Bon, allez-y, et puis je vous passerai la parole. Allez-y. Il n'y a pas d'ordre. Allez-y. Bon. Voilà, donc Denis Gravouille pour la Fédération du spectacle, de l'audiovisuel, de l'action culturelle CGT. Je vais essayer de faire un petit topo pas trop long, mais juste pour dire, d'après ce que nous avons pu discuter autour de Radio France, déjà qu'il faut noter que Radio France se singularise parmi les autres opérateurs de radio par l'emploi d'artistes permanents et intermittents. Il faut déjà noter cette question. L'orchestre de Radio France, les cachets d'artistes dramatiques qui sont quasiment exclusivement dans l'ordre de la radio, de l'audiovisuel public, on a, et particulièrement sur France Culture. Alors bien sûr, la question de la baisse de la production pose la question de l'emploi artistique.
on en est bien d'accord, et il faut le rappeler avec force. Mais il est clair qu'il y a une certaine exigence de qualité qui s'exprime uniquement sur les ondes du service public et que ça se traduit en termes d'emploi avec des accords spécifiques pour les droits des artistes-interprètes en particulier. Mes camarades artistes pourront, en particulier Laurent qui travaille régulièrement à Radio France, pourra peut-être développer là-dessus. Bon, on peut aussi noter qu'un effort notable a été engagé depuis 2003 pour résorber le recours abusif aux CD d'usage. Les plus voyants, on parlait à l'époque de standardistes de Radio France qui étaient intermittents et autres, mais là encore une fois, les pressions budgétaires de ces dernières années réintroduisent une grande tension sur l'emploi en général, et donc voilà, sur effectivement l'emploi permanent en premier lieu. La récente grève à France Inter est l'expression de ce ras-le-bol des personnels à qui la direction demande toujours plus avec des moyens constants, de même que la fusion à marche forcée de RFI dans l'audiovisuel extérieur qui induit les suppressions de postes, mais aussi l'accroissement du sentiment chez les personnels techniques et journalistiques que le travail est de plus en plus mal fait. Et je pense qu'il faut qu'on tienne compte de ce sentiment là-dessus. On peut parler aussi du manque d'emploi criant dans le développement du réseau France Bleu, puisqu'il se fait à moyens constants. Il y a des problèmes de re-répartition. En gros, ce qu'on nous dit à Radio France, c'est qu'il n'y a pas tellement une baisse de moyens, mais surtout une augmentation des missions, et sans augmentation des moyens derrière. Et donc forcément, les moyens humains, en premier lieu, manquent cruellement. On peut aussi noter par exemple que les directions ont engagé un développement vers le numérique, la présence d'images web. Un opérateur radio me disait qu'il avait à s'occuper de prise de vue, en se demandant comment les hommes politiques qui passent à la radio allaient juger de leur image sans maquillage et avec des images qui ont été faites dans des conditions non professionnelles. Là, pour le coup, on peut noter que si on regarde la web radio, on est peut-être content d'avoir des images, mais il vaut peut-être mieux pas les regarder de temps en temps et continuer à écouter la radio qui fait du très bon son. Sur les effectifs, donc le recours aux occasionnels, aux intermittents remonte du coup ces dernières années et que c'est masqué derrière des calculs en équivalent de temps plein. Donc je ne sais pas ce que les directions de Radio France ont pu vous donner, mais on serait intéressé à connaître les chiffres du recours au CDD et en particulier au CDD d'usage qui ne sont pas forcément très faciles à faire apparaître. Nous, ce qu'on a noté, c'est qu'on a relevé une augmentation de la précarité de nombreux producteurs animateurs d'émissions embauchés sous contrat de grille. Alors là, c'est directement en lien avec les questions de négociation collective, négociation nationale éventuellement, puisque la précarité, elle prend souvent la forme de contrats de grille, de rentrée ou d'été, de personnels qui sont embauchés sous reconduction de ces contrats alors qu'il y a clairement une activité pérenne à travers des grilles. Et donc là-dessus, il y a lieu de s'interroger sur les questions de permanence de l'emploi quand il s'agit de contrats de grille répétés. Je vous rassure, c'est l'échange qu'on a eu avec M. Hay, je vous invite à le regarder. J'avoue que j'en ai pas eu le temps entre ce matin et cet après-midi, mais bon, on le fera. Pour répondre à votre question, vous avez indiqué que c'était 5300 personnes qui passaient en CDDU, ça représentait 39 000 contrats. Vous poursuivez, vous avez terminé, monsieur? Non, mais je pense que si on va continuer le tour de table et sur la question des emplois artistiques, Laurent, tu rajouteras un mot d'après les chiffres que vous avez. Eh ben, profitons-en, prenez la parole. Ah non, vous ne voulez pas prendre la parole maintenant, comme ça. Si vous voulez. Après, je la passerai à ce monsieur qui nous l'a demandé. Allez-y. Je peux vous parler de façon peut-être sur un terme un peu plus long. Ces 15 ou 20 dernières années, j'ai vu les conditions d'emploi des artistes dramatiques, donc des comédiens, se réduire peu à peu. L'emploi a totalement disparu sur RFI, qui faisait de la fiction, qui produisait de la fiction autrefois, a quasiment totalement disparu sur France Bleu, qui produisait de la fiction autrefois. France Inter, c'est maintenant quasiment terminé, il n'y a presque plus rien. Il ne reste plus que France Culture, sur lequel la quantité de services, c'est-à-dire de journées de travail distribuées à des comédiens chaque année, diminue sans cesse.
j'ai les chiffres que je peux vous lire si vous le souhaitez, mais je pense que vous les avez par ailleurs. Là, vous parlez, parce que c'est ça que j'ai. Là, vous parlez du recours à des artistes. Oui. Parce que ce qui nous a indiqué ce matin, c'est que on souhaitait faire au départ une présentation en termes de volume. Donc, on dit que le recours à des CDDU ne représentait que 10% du volume de la masse salariale, finalement. Ah, tout compris, si j'ai bien compris, toute la maison Radio France comprise. Ça, c'est possible. Je ne connais pas du tout les chiffres de la maison de la radio dans son ensemble. Non, mais pour bien comprendre votre propos, c'est pas pour. Oui. Vous dites, dès qu'il y a recours, j'imagine pour de la musique ou des pièces enregistrées, c'est ça? Oui. On est quasiment dans le systématique, le CDDU. C'était ça le cœur. Oui, à ma connaissance, il n'y a aucun emploi en contrat à durée indéterminée concernant un comédien à Radio France. Il n'y a que l'orchestre de Radio France, il faut quand même le préciser. Il y a pour les musiciens des emplois permanents, pour les comédiens, il n'y en a pas. Pour les techniciens? Pour les techniciens, il n'y a pas d'intermittent technique à Radio France. Il n'y a aucun intermittent technique à Radio France. De ce point de vue, on peut dire que la radio est quand même beaucoup plus respectueuse des règles du service public, etc., que la télévision, de ce point de vue. Hein. C'est quand même assez clair. En ce qui concerne, je ne sais pas exactement quelle est votre recherche, quelle est votre détermination en ce qui concerne le CDDU, le CDD dit d'usage, mais il convient de distinguer les artistes, et en particulier, mais pas seulement les artistes-interprètes, des autres catégories. Vous savez que la radio est un très gros producteur de fiction en France. Énorme, encore énorme. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne France Culture produit chaque semaine 7 heures de fiction fraîche. Ça a failli baisser radicalement en 99, de sinistre mémoire, quand une certaine directrice a voulu, appliquant les ordres de M. Cavada, avait voulu liquider la production. Mais grâce à notre action revendicative, en particulier à ce moment-là, le SNLA et le SFA s'étaient bien mobilisés, la production est remontée. Il y a 7 heures de fiction fraîche qui comportent, vous le savez probablement, différents formats. Un format de 2 heures, des formats d'1 heure, un feuilleton. Et puis il existe encore, je précise quand même par rapport à ce que vient de dire Laurent, avec qui je suis d'accord, mais je précise un tout petit peu quand même en ce qui concerne France Inter, il existe encore une production relativement importante sur Inter. Simplement, la politique de la direction de Radio France la rend invisible puisque c'est diffusé la nuit. Mais cette production est très très écoutée. Il s'agit des fictions Nuit Noire et il s'agit aussi de l'émission de fiction historique au fil de l'histoire. Mais si vous prenez par exemple les chiffres de podcast, si on prend les chiffres de podcast, on s'aperçoit que les fictions sont très 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 écoutées, sont très populaires. Il y a un public important qui a quitté la télévision pour se réfugier à la radio, de façon à y trouver effectivement une fiction de qualité. Mais là, nécessairement, les comédiens sont intermittents du spectacle. On ne peut pas avoir une troupe permanente de comédiens pour une telle production. En une semaine, c'est plusieurs théâtres parisiens, si vous voulez, qui passent sur les ondes. Donc évidemment, la notion de troupe permanente n'aurait strictement aucun sens, à moins de multiplier les radios. Mais ça, c'est peut-être pour plus tard, mais pas pour le moment. Monsieur, vous n'aviez peut-être pas terminé ? A priori, si. Je pourrais peut-être répondre à des questions plus précises. D'accord. Si c'est nécessaire. Alors après, donc monsieur, vous nous aviez demandé la parole. Alors vous êtes, je crois que vous êtes un musicien. Oui, alors délégué central de Sud et musicien à l'Orchestre national de France. On abordera cette question dans notre petite intervention. Évidemment, comme nos camarades, on peut aussi s'émouvoir aujourd'hui, mais ça sera très bref, puisqu'on ne veut pas être effectivement à côté du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On peut s'émouvoir aussi de ce qu'on perçoit comme une baisse de la production et une baisse des ambitions, liées notamment aux problèmes budgétaires que nous rencontrons à Radio France. Juste un élément de la négociation aujourd'hui d'un accord collectif pour Radio France qui concerne l'ensemble des salariés de cette maison. Cet accord est suspendu pour un processus électoral qui est
être bientôt en cours. Et nous allons discuter dans cette convention collective, évidemment, de la question des CDDU. Donc ce que nous avons noté depuis un certain nombre d'années avec la direction de Radio France que nous alertons, nous avons écrit très souvent à cette direction concernant la situation particulière des CDDU. Elle s'était engagée en octobre 2007 à mettre en place un outil RH avec une harmonisation des pratiques de gestion, à regarder l'impact de la numérisation sur ces métiers, à engager une réflexion sur une espèce de norme à minima du nombre de jours à déclarer par rapport aux émissions, à réfléchir sur un délai de prévenance pour non-renouvellement de contrat. Enfin voilà, il y avait un certain nombre d'intentions qui ont pu être édictées à ce moment-là, intentions qui n'ont pas été suivies des faits. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la situation des personnels en CDDU est une situation extrêmement terrible, puisqu'on impose à beaucoup d'entre eux une situation de précarité à partir de fonctions qui sont des fonctions permanentes de l'entreprise. Donc, on note une absence de reconnaissance des métiers, de leur évolution, d'une absence d'évolution de carrière, de rémunération, de formation professionnelle, donc de gestion RH, on vous l'a dit, de mesures visant à garantir l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. Quant à la protection sociale d'une manière générale, elle n'offre pas un niveau de garantie satisfaisant. Et nos camarades qui sont en contrat CDDU subissent aussi, on le verra, des préjudices en matière de retraite. Donc, dans les textes que la direction nous a donnés dans un projet d'accord, elle ne tient absolument pas compte des avancées jurisprudentielles, notamment un arrêt de la Cour de cassation de 2008 qui s'occupe notamment du critère de temporalité. Et nous, nous récusons d'une certaine manière des dispositions justement de l'accord de branche de décembre 2006, de l'accord de novembre 2007, qui, bien qu'ils prennent des précautions pour dire que ces contrats doivent être délivrés pour des activités qui ont un caractère exceptionnel. On voit que ça, c'est pas respecté à Radio France pour un certain nombre de métiers. On pense aux producteurs délégués, on peut penser aussi aux réalisateurs radio. Là, on est véritablement dans des dérives extrêmement fortes par rapport à ça. Également, ce que prévoit malgré tout, qui devrait être protecteur, l'accord du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, il est, dans son article 1, il est admis qu'un emploi pourvu en CDD d'usage puisse également l'être en contrat à durée indéterminée. Or, cette clause à Radio France n'est pas respectée, puisque, évidemment, Radio France maintient en précarité des salariés et va jusqu'à conduire certains salariés. Je prends l'exemple de journalistes qui ont pu appartenir à des rédactions et à qui on a confié des émissions de programmes en qualité de producteurs délégués. Ces gens ont dû, par écrit, démissionner, abandonner leur CDI pour rentrer dans le CDD d'usage constant. Or, ce sont des gens qui sont là depuis 10, 15 ou 20 ans et que cette situation est parfaitement abusive. Sur quel type de fonction ? Alors, sur la fonction, alors, ce sont des journalistes qui appartenaient à des rédactions et qui ont basculé dans ce qu'on appelle dans notre jargon dans les programmes et qui sont devenus producteurs délégués, et on a fait renoncer. Et d'ailleurs, Jean-Luc Hess, que vous avez entendu ce matin, a même été jusqu'à prendre son téléphone pour enjoindre d'une manière assez claire et non ambiguë aux collaborateurs en question de renoncer à son CDI pour pouvoir justement rentrer, pour ne pas créer le moindre précédent à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'il s'agit bien de ça. Quant à la rédaction de l'accord de 2007 qui précise que le recours au CDD d'usage est justifié par la nature temporaire de l'activité et le caractère par nature temporaire des emplois, c'est le cas des programmes de radio. Quand on présente ça à des juristes et qu'on voit les arrêts de la Cour de cassation maintenant et qu'on voit aussi ce qui se passe au niveau des prud'hommes ou des cours d'appel, on voit que la rédaction de cet article, elle apparaît contestable dans la mesure où cette clause, elle malmène le principe selon lequel la nature temporaire de l'emploi doit faire l'objet d'une interprétation concrète au cas par cas de la situation contractuelle du salarié et va en outre à l'encontre de la jurisprudence, donc la jurisprudence dont je vous ai parlé. Nous avons rappelé à Radio France, dans le cadre de ces négociations, à plusieurs reprises, que cette situation était devenue intenable et qu'il fallait vraiment ouvrir des négociations sur le statut. C'est une fin de non-recevoir. La seule chose qui intéresse Radio France, c'est en fait la fin de collaboration. Et sur la fin de collaboration, lorsqu'aujourd'hui il est mis fin à un producteur qui a 10, 15 ou 20 ans d'ancienneté, nous nous apercevons, quand nous l'accompagnons à la DRH, bien sûr, à la sortie, il y a une clause de confidentialité, donc le collaborateur et nous-mêmes ne sommes pas fondés à agir. Alors peut-être que d'ailleurs nous allons changer de stratégie dans les mois qui viennent, mais ce qui se passe, c'est que les collaborateurs
pour calculer les indemnités de fin de collaboration, sont prises en compte leur ancienneté et on applique absolument les mêmes dispositions que pour une personne en CDI lorsqu'elle se fait licencier, donc les dispositions conventionnelles. On prend en compte l'ancienneté, on prend en compte la notion de 2 mois de préavis, on prend la notion de préjudice, et cerise sur le gâteau pour montrer à quel point Radio France se piège elle-même, il y a un mois de requalification qui est prévu dans les protocoles, conformément à ce qu'accordent les juridictions compétentes. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu intenable, et nous sommes heureux aujourd'hui, si certains d'entre nous pouvaient s'interroger sur les ambitions de votre mission. Nous, on pense que notre ambition à nous, déjà, c'est de faire en sorte que les textes qu'on nous oppose régulièrement soient aujourd'hui parfaitement en adéquation avec ce que la justice, à de nombreuses reprises, a pu trancher. On voit aussi que Radio France maintient en précarité des collaborateurs sous le sigle collaborateurs spécialisés pour occuper des fonctions permanentes de l'entreprise. Notamment, il y a une fonction qui existe aujourd'hui exercée en CDI à l'intérieur de Radio France, qui est le métier d'attaché de production. Et ce métier est au bon gré des directions, parfois exercé en CDD d'usage, là encore, au vu et au su de tout le monde, mais les collaborateurs concernés, évidemment, comme ils tiennent à leur emploi, dans de rares occasions, sont amenés à agir. Donc, des postes vacants, aujourd'hui à Radio France, sont occupés par des collaborateurs en CDDU, et donc des postes par nature permanente le sont également. On vous communiquera les données du rapport Tandem, qui est notre expert au niveau du CCE, qui pourra répondre très précisément, et qui répond très précisément à vos questions, le nombre de contrats, le nombre de salariés concernés. Et nous avons d'ailleurs déclenché une procédure de droit d'alerte aujourd'hui à Radio France avec nos camarades du comité central d'entreprise, afin d'établir aussi dans ce domaine la réalité de ce qui se passe à Radio France, parce que c'est vrai que la direction des ressources humaines tente d'entretenir une opacité dans ce domaine. J'en terminerai avec, on y a fait allusion tout à l'heure, aux formations musicales permanentes. C'est probablement le seul endroit de la maison où le droit s'exerce et où le droit s'applique, et où la notion de CDDU est une véritable nécessité en cas de surcroît temporaire d'activité. Voilà. Donc là, on pourra également vous donner les chiffres, mais pour être court, je pense qu'on vous donnera tous ces éléments à l'issue de la séance. Écoutez, merci. Je pense qu'on est au cœur du sujet de la mission, hein, ce qui ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas intéressants. Peut-être revenir sur l'aspect conventionnel, si j'ai bien compris, et on l'a vu aussi ce matin, donc vous êtes dans la négociation. Hein. La négociation est suspendue pendant la durée. Voilà, elle va reprendre il y a un calendrier qui a été un peu établi pour une durée de 9 mois. Et c'est vrai que nous aurons le volet CDDU, mais d'ores et déjà dans le projet qui nous a été soumis, ces notions-là de regarder de plus près et de mettre en conformité les pratiques et la loi, aujourd'hui est tout à fait exclu. Donc, c'est là, je sens bien, parce que vous y revenez plusieurs fois dans votre propos, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Écoutez, ça doit être moi, attendez, je vais essayer de vous faire comprendre ce que je ne comprends pas. Vous êtes en négociation. Bon, elle n'aboutit pas, enfin, vous êtes au milieu du guet, ou bon, c'est pas signé. Oui, non, mais elle est suspendue pour d'autres raisons, pas pour. Mais elle n'avait pas abouti, donc vous allez la reprendre. On ne sait pas si ça va aboutir ou pas. Mais après, donc la négociation, c'est pour un accord ou une convention collective? C'est pour la convention collective propre à Radio France. Donc la convention collective, elle ne peut pas être, sur les aspects que vous évoquez, elle ne peut pas être en deçà de la loi. C'est ça que vous avez l'air d'avoir une interrogation là-dessus, ou c'est moi qui ne comprends pas. Alors, je finis mes interrogations. Deuxièmement, vous avez bien, ça je crois que c'est très clair, donc vous envisagez dans la convention collective, comme dans les autres conventions collectives du spectacle vivant, par exemple, les chapitres sur le recours au CDDU, hein, ça sera dedans. Troisièmement, est-ce que dans ce chapitre-là, vous envisagez, ou quel est l'état de la discussion sur, justement pour lutter peut-être contre une forme d'abus, c'est quand même ça le sujet, de
dire, à partir d'un certain moment, il y a requalification automatique. Voilà. Est-ce que c'est la piste que nous avons privilégiée et que nous avons déjà évoquée. Bien sûr, il n'est pas question pour les organisations syndicales que nous sommes de contester la pertinence, parfois avec des critères très, très, très définis et pour des raisons tout à fait précises, de recourir au CD d'usage. Ce que nous dénonçons, vous l'avez bien compris, c'est le recours abusif. Et à l'intérieur de ce statut, il y a évidemment des améliorations à apporter. Mais nous avons dans notre délégation deux productrices, une productrice de France Musique, une productrice de France Inter. Elles pourront vous décrire au quotidien ce que ça suppose d'être entretenu dans une précarité au-delà de 10, 15, 20 ans. Et c'est une situation tout à fait déséquilibrée, tout à fait anormale. Et c'est bien ça que nous voulons dans le cadre d'une négociation collective, de pouvoir mettre des éléments qui permettent la prise en compte et la reconnaissance de l'ancienneté à l'intérieur de ce statut. D'accord. Donc on est au cœur du débat. Au cœur du débat qu'on a eu, de l'échange qu'on a eu avec Jean Lucas ce matin. Vous avez indiqué, si je reprends les différentes interventions, que, bon, évidemment, il y a des salariés permanents, importants, qu'il y a du recours au CDDU, que ça se justifie, complément de l'orchestre ou des choses comme ça. Les comédiens, c'est la pratique. Vous avez plutôt l'air de dire collectivement qu'il n'y a pas d'abus du côté des techniciens. Voilà, là c'est assez réglo. Et que, non plus du côté des comédiens. Oui, pas d'abus du côté des comédiens, non plus. Et par contre, il y a une particularité. Alors là, on n'était pas d'accord avec Jean Lucas, ce que j'ai fait. Ça va nous permettre d'éclairer. Je soulignais justement, je soulevais parce que j'en avais eu des exemples, les cas où, alors on dit producteur, réalisateur ou chargé de production, enfin, donc des postes non pas de cadre, enfin, comment on pourrait dire, des gens, une sorte d'ingénierie de la production, enfin, participant à la production, oui, je ne sais pas comment vous dites, qui sont en CDDU, parce que pour le grand public, et moi-même ça peut surprendre, puisqu'ils ont des émissions pérennes, enfin au moins sur le programme, comme j'ai bien compris que ça s'appelait comme ça, donc on va poser la question de dire, finalement ils reviennent toutes les semaines, donc on pourrait quand même leur trouver un autre statut. Vous avez bien pointé que l'interrogation de la direction était de dire, oui mais comment on met fin quand ça ne fonctionne plus ? Obligé de leur faire remarquer que c'est un peu comme ça pour les autres situations de travail aussi, que de toute façon s'ils mettaient fin à quelqu'un qui vient depuis des années faire son émission, je pense que devant les prud'hommes c'est requalifié. Donc c'est ces situations-là qui nous paraissent un peu bizarres, et j'émettais aussi l'hypothèse, enfin, je vais le dire prudemment, que quelqu'un pouvait être dans cette situation-là, donc en CDDU sur une émission régulière, et à la limite bénéficier aussi d'une indemnisation, puisqu'il est en CDDU en tant que... Est-ce que vous avez des cas comme ça, quelqu'un qui est producteur ou réalisateur, qui a sa rémunération et qui à côté a une indemnisation, parce qu'avec M. S, on n'était pas du tout d'accord là-dessus. Si vous le permettez, pour finir le tour de table. Oui, on va... complémentaire, d'accord. Non, mais les autres syndicats ne sont pas bien... Puisque vous avez demandé, je m'appelle Kathleen Evin, je travaille à France Inter, et puisque vous avez demandé du concret, je vais vous donner du concret, très concret, mais qui peut concerner beaucoup de mes amis et homologues à culture, à musique. Voilà, je suis rentrée à France Inter en 1988. Ça fait donc 25 ans, cette année. Je suis en CDD depuis 25 ans. Je suis par ailleurs journaliste. C'est pas d'ailleurs pour ça que je suis rentrée à France Inter, parce que quelqu'un m'avait entendu, enfin avait lu les papiers que je faisais et m'a demandé de participer à des émissions pour faire de la politique. Je suis donc rentrée en tant que journaliste, mais on m'a immédiatement dit que je ne serais pas employée comme journaliste. Je serais employée comme intermittente du spectacle. Je dis qu'en 25 ans, je n'ai jamais bénéficié, j'aurais pu, mais en fait, comme on ne m'a pas dit que j'en pouvais en bénéficier, stupidement, je ne l'ai pas fait. Et la seule fois où j'ai posé la question, j'avais atteint un âge où je n'avais plus droit à ces indemnités. À l'heure actuelle, je présente une émission quotidienne qui rentre dans sa 13e saison. J'ai toujours un CDDU et à partir du mois d'avril, je me pose... Bon, un peu moins maintenant parce que ça leur coûterait sans doute trop cher, mais je reste en place. Mais j'ai eu des années très difficiles parce qu'à partir d'avril-mai, je ne savais absolument pas si j'aurais du travail en septembre. Ce que ça veut dire en termes de cotisation retraite, une épouvante. Ça, on cotise beaucoup moins. Ça veut dire que 2 mois par an,
juillet et août, nous ne sommes pas ni connus, ni répertoriés, ni couverts, ni payés. On s'arrête de travailler et on n'a plus rien. Ça veut dire qu'effectivement, on est payé 10 mois par an et que, par exemple, des choses très simples. J'ai eu un accident du travail dans mon bureau il y a 1 an de ça. Instantanément, le soir même, j'ai été arrêtée. On m'a appelé pour me dire, bien entendu, on arrête de te payer. Donc ensuite, j'ai mis 6 mois avec la Sécu avant de récupérer des indemnités. Voilà ce que ça veut dire de travailler pendant 25 ans pour un unique employeur, parce que je précise que je n'ai pas d'autre employeur. Je précise aussi que tous les ans, la commission de la carte de presse me renouvelle ma carte de presse parce qu'ils considèrent que j'exerce un métier de journaliste. Je pose des questions, j'ai un magazine culturel, je travaille des dossiers et je donne aux auditeurs, j'espère, une connaissance meilleure de certains sujets. Et voilà, donc je suis journaliste, je suis CDDU. Un jour où j'en discutais avec ma directrice, elle m'a dit que France Inter était une entreprise de spectacle, ce qui depuis ne cesse de me trotter dans la tête, parce que je n'avais pas réalisé qu'un média, une radio publique, était une entreprise de spectacle. Bon, parfois, on peut dire qu'il y a des émissions qui font du spectacle, oui, où il y a d'autres, mais bon, une entreprise de spectacle, ça me semblait un peu bizarre comme définition pour une radio publique. Et il y a, voilà, moi, ça fait 25 ans, mais il y a des gens qui y sont depuis moins. Je suis maintenant une des plus anciennes, et je sais que lorsque j'arrêterai de travailler, ce qui finira par arriver dans les années qui viennent, je serai requalifiée. Si ce qu'ils me proposent ne me convient pas, j'irai devant les prud'hommes, et je serai requalifiée non seulement en CDI depuis 25 ans, mais je serai requalifiée en journaliste depuis 25 ans, ce qui va leur coûter un maximum. Mais le problème de la radio, c'est que c'est pas eux qui paieront, en fait. Les indemnités seront réparties sur la collectivité publique. C'est-à-dire que je travaille dans une radio publique qui viole le droit du travail, mais qui ensuite, à la fin, lorsqu'on lui demande de payer des indemnités, de toute façon, ça sera reporté sur un autre budget, voilà. Je trouve ça assez étonnant. Et à chaque fois que j'en ai parlé avec des dirigeants de cette radio, notamment Jean Lucas, il répond « Oh, mais vous avez le plus beau métier du monde, arrêtez de protester ». Mais voilà, c'est les seules réponses qu'on n'a jamais. Je m'étonne quand même qu'au bout de 25 ans avec une émission quotidienne, et celle-ci dure depuis 13 ans, et elle m'est renouvelée depuis 13 ans, qu'on me dise que je ne fais pas partie de l'entreprise, parce que c'est ce que j'entends tout le temps. Je ne fais pas partie de l'entreprise. Voilà, c'est du concret. Pardonnez-moi de vous avoir parlé de mon cas personnel, mais c'est parce que vous comprenez bien que toutes les émissions que vous entendez, en dehors des flashs d'infos et des séquences d'informations, toutes ces émissions sont présentées par des gens en CDD. Et sous quelle fonction ? Voilà. La fonction sur la fiche de paye, si c'est pas journaliste, c'est quoi ? C'est producteur, animateur ? Producteur délégué. Producteur délégué. Alors, je peux juste ajouter une chose, parce que mon cas est assez similaire à celui de Kathleen Evin. Donc, je suis Anne Montaron, productrice sur France Musique. La seule petite différence, c'est qu'il y a une grille d'été sur France Musique. Alors, on peut proposer des projets, en effet. Donc, j'ai un contrat de grille de rentrée, comme on appelle ça, de septembre à juin. Et ensuite, on nous propose, oui ou non, de participer à cette grille d'été. Donc, nous proposons des projets. S'ils sont accueillis, effectivement, on peut travailler l'été, mais entre ces deux contrats, le contrat de grille et le contrat de grille d'été, il y a des moments où on ne travaille pas et on n'a aucun statut à ce moment-là. On n'est pas couvert, on n'a aucun statut et là, il y a vraiment une précarité. Voilà. Alors, on peut travailler sur la grille d'été 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, avoir quelques émissions, mais c'est quand même très, très flou ce qui se passe à ce moment-là. Merci des témoignages. Simplement, il me semblerait que dans les périodes d'été, vous devez avoir assez pour bénéficier des indemnités. Non, parce qu'on a quand même 2 mois. Il y a quand même 2 mois de vacances entre fin juin et septembre. Ça fait voilà. Donc les congés spectacles ne couvrent pas la totalité de la période quand même. Pas des congés. Oui. On parle des indemnités. Les indemnités. Ça s'appelle des congés spectacles. On cotise. Il y a le congé spectacle. On commence à être un peu au point là. Ça fait 4 mois. Donc on les a vus hier à la caisse des congés spectacles, mais au regard, je ne comprends pas qu'au regard des heures que vous faites, puisqu'il y a une sorte de régularité, vous ne bénéficiez pas de l'indemnité, l'indemnisation du chômage. C'est parce que vous ne la demandez pas. Il
faut vous renseigner auprès de votre syndicat. Il est du devoir d'un intermittent du spectacle de demander ses indemnités chômage. Mais quand on ne même peut pas l'avoir dans la élémentaire. mesure où on a un contrat de grille. Alors là, moi j'ai déjà demandé et je ne l'ai pas obtenu parce que j'avais un contrat de grille. Donc une régularité tous les ans. Peut-être vous faire. C'est quoi ce contrat, C'est pardon? du CDD, mais ouais. Si on peut, écoutez. Que quelqu'un nous explique. Bon, alors, Monsieur Dalmar, la Voilà, CFDT était pour la malmenée. CFDT, comment Ça n'est pas acceptable que la CFDT soit malmenée. Nous ne Donc, sommes pas malmenés, nous attendons notre tour. Nous attendons notre tour. Donc, alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un très bref diagnostic technique, d'être un peu plus technique et d'être complémentaire de ce qu'a dit. Si jamais vous Jean-Paul pouvez nous Quenson. définir le contrat que Madame évoque. Si vous voulez, je peux commencer par ça, mais c'était dans ce que j'avais prévu de vous Allez-y. expliquer. Donc, pour nous, on a fait un diagnostic de la situation des CDDU à Radio France, sur lequel on s'est basé pour faire des propositions à la direction lors du début de la négociation qui s'est très vite interrompue, mais dans laquelle on avait déjà commencé par faire des propositions qui ont été rejetées en bloc par la direction de Radio France. Donc, c'est le diagnostic que je vais vous exposer qui nous a permis de faire ces propositions. D'abord, à Radio France, il existe deux types de population en CDDU. La population qui est une population où des métiers, des personnes qui sont multi-employeurs, que sont par exemple les comédiens, les musiciens invités pour des sessions live, par exemple, qui touchent un cachet lorsqu'ils viennent même invités, certains producteurs qui viennent ponctuellement pour faire des émissions, pour faire des documentaires, certains producteurs qui sont en émission hebdomadaire, des chroniqueurs qui sont appelés à ce moment-là collaborateurs spécialisés. Donc il y a aussi des collaborateurs spécialisés. On reviendra sur cette dénomination qui recouvre un nombre incroyable d'activités. Pour ces personnes, l'intermittence est une réalité, on va dire. Et il existe un deuxième type de population qui est le CDDU qui n'a comme unique employeur Radio France. Ça peut être depuis 6 mois, mais ça peut être aussi depuis 30 ans. Il n'y a pas de distinction. Et là, deux métiers encore, surtout producteurs, donc producteurs délégués, ou collaborateurs spécialisés d'émissions. Et là, encore deux distinctions. Le CDDU en contrat de grille. Donc c'est un contrat sur la durée de la grille de programme. Ces personnes ne peuvent pas prétendre aux indemnités chômage des intermittents. C'est un accord entre Radio France et les caisses et l'UNEDIC qui est de 98, quelque chose comme ça. Donc en général, ces personnes, lorsqu'elles viennent, qu'elles vont à Pôle emploi, on leur dit que non, puisqu'elles ont un contrat de grille, elles ne peuvent pas prétendre. Ce qui, d'un point de vue, je dirais, juridique, institutionnel, est normal, puisqu'ils ont un contrat entre, par exemple, le mois de septembre et le mois de juin, et donc elles ne peuvent pas prétendre toucher entre le mois de septembre et le mois de juin des indemnités. Alors, entre les contrats, normalement, elles devraient pouvoir. Mais en général, ça recouvre tellement peu de temps qu'il y a la période de carence et la période de chômage, des congés spectacles. Pour bien, parce que c'était un peu le cœur de la polémique ce matin, le contrat de grille, là, qui est un truc qu'on découvre, il faut bien l'avouer. Bon, je sais pas, c'est un accord, on va creuser ça. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas prétendre à un cumul d'indemnités. C'est ce qu'a prétendu, je n'étais pas d'accord, mais je ne connaissais pas cette formule du contrat de grille, c'est ce qu'a prétendu Jean-Luc Hess ce matin. Il disait, mais quelqu'un qui est comme ça, il pourrait cumuler, c'est-à-dire sur le même mois, c'est-à-dire pendant vos mois d'activité. Là, vous me dites, il y a une sorte d'accord avec la caisse, on va regarder, donc c'est pas possible. Mais par contre, je ne vois pas comment la personne, à la fin, quand vous dites j'arrête la grille de juillet, j'arrête au mois de juin et je ne suis pas dans la grille d'été, normalement, le revenu de remplacement, oui, mais sinon il faut arrêter de cotiser. Non, mais la période est courte et donc il y a le délai de carence plus la période obligatoire de congé. Donc parfois, ça, au bout d'accord, ça fait système. Voilà, et parfois, il y a l'arbitraire. Voilà.
Et parfois, il y a l'arbitraire de certaines caisses. Ça, bon, on ne va peut-être pas entrer dans ce détail-là, mais par contre, il existe aussi des CDDU qui ne sont pas en contrat de grille, qui sont en contrat ponctuel, renouvelés en permanence, CDDU, mais qui peuvent être renouvelés en permanence pendant 30 ans. Et il en existe à Radio France, des personnes qui n'ont pas de contrat de grille et qui sont là, qui sont permanentes dans l'entreprise, qui sont parfois déclarés sur très peu de jours, mais qui sont permanents, en permanence dans l'entreprise, et qui, eux, perçoivent, entre deux contrats, des indemnités d'intermittents. Les personnes en contrat de grille, comme l'a expliqué Kathleen, sont quand même suspendues en permanence, même pendant plusieurs années, même si au bout du compte, ils sont rassurés, mais quand même, pendant un certain nombre d'années, sont suspendus au renouvellement de leur contrat et sont en permanente précarité, et l'entreprise ne reconnaît pas leur ancienneté, ne reconnaît pas l'apport qu'ils ont donné à l'entreprise, puisque parfois ils sont évincés très, très rapidement. En 2 mois, on leur signifie que même après 30 ans de collaboration, l'année suivante, on se passera de leur collaboration. Je vais raccourcir mon exposé en vous parlant de la situation des COLSP, parce que c'est une situation qui est assez incroyable. Des collaborateurs spécialisés, excusez-moi, on utilise tellement souvent et régulièrement cette dénomination qu'on l'a raccourcie. Il s'agit d'une dénomination qui regroupe un nombre d'activités très, très étendues, voire toutes les activités de la radio. Il peut s'agir du chroniqueur qui vient dans une matinale, qui va ensuite aller donner un cours, puis très vite terminer son article pour un hebdomadaire, et puis aller sur un débat télévisé. Ça, c'est un collaborateur spécialisé qui va être multi-employeur, mais ça peut être aussi le jeune recruté pour aider le producteur à trouver de la documentation, aller chercher les cafés, parfois faire des reportages, un nombre d'activités, comme l'a précisé Jean-Paul tout à l'heure, et à qui parfois on dit, bon écoute, tu es payé sur 2 jours, mais ce qui serait bien, c'est que tu sois là toute la semaine quand même, parce qu'on a besoin de toi toute la semaine. Voilà. Je vais arrêter là mon exposé. Peut-être. Attendez, là, donc cette personne qui accepterait, donc elle est payée 2 jours. Voilà, donc on est sur une forme de cachet. Enfin, et donc elle peut cumuler, elle. Oui, tout à fait. Donc ça existe bien, ça. Ça existe. Voilà. Parce que c'était, enfin, vous regarderez la vidéo, comme on dit, c'était un peu chaud avec Monsieur S là-dessus ce matin. Donc vous me confirmez que ça existe, pas pour, voilà. Mais lui, voilà, je vois bien, il me manquait l'élément technique sur d'autres contrats que vous appelez le contrat de grille qu'on découvre. Ce qui est possible, une petite précision de terme, parce qu'on emploie le mot, vous employez le mot cumul. Cette personne, enfin, elle ne cumule pas parce que en dehors de ces 2 jours pour lesquels elle est payée, elle ne touche pas de salaire. Hein. Donc il s'agit d'une addition plutôt du salaire, voilà, et d'indemnité chômage. Ce qui est scandaleux, c'est qu'effectivement, elle soit obligée d'être présente pendant que... On est bien d'accord. Vous avez raison de préciser d'un point de vue juridique ou pour être précis, mais pour être concret, cette personne-là sur le mois, elle a 2 entrées de rémunération. Une entrée liée à ses CDDU qui ça s'apparente à des cachets, et puis une indemnisation parce qu'elle ne travaille pas tous les jours. Donc ça, on est bien d'accord, hein, parce que j'ai plaidé que ça existait, il m'a dit que non. Elle travaille pour l'un en étant payée par l'autre. Le système est bien rodé, il a été dénoncé à de multiples occasions. C'est la question du travail réel et du travail prescrit. Il y a effectivement une prise en compte parfois de 2 ou 3 jours de travail. Or, le collaborateur et la direction des chaînes le savent, la direction des ressources humaines le sait, donc le président Jean-Luc Hess le sait. La réalité des choses, c'est que les salariés sont là 12, 15 ou 20 jours parce que le produit final nécessite une présence aussi importante. Je me permets de signaler
ce que le jugement des prud'hommes ont pu dire dans leur arrêté, leur rendu du 9 juin 2009, à propos d'un producteur qui a dû aller en procédure donc après 37 ans sans discontinuité. Les extraits du jugement, c'est les derniers arrêts rendus sur cette question, précisent que les juges doivent s'appuyer sur les éléments de fait, notamment la durée cumulée des CDD successifs, la nature du travail, les horaires, pour apprécier le caractère temporaire ou non de l'emploi en cause et conclure à la requalification. Toutes les fois que, sous couvert de contrat d'usage, l'entreprise pourvoit à un emploi permanent. En l'espèce, monsieur a travaillé pendant 37 ans sans discontinuité comme producteur et animateur d'émissions radiophoniques sur Radio France, et il occupa pendant plus de 2 décennies la même tranche horaire. Je ne donne pas le jour parce que vous pourriez l'identifier les uns et les autres. Voilà. Mais des jugements comme ça, il y en a quand même un certain nombre, et on pourra vous laisser un certain nombre de choses à votre disposition. Allez-y, monsieur. Continuez à enrichir ce débat. Juste pour donner un exemple sur ce que vous appelez un cumul, mais qui n'en est pas un. C'est par exemple pour les présentateurs de radio ou de télévision. Vous êtes employeur, vous recevez votre employé et votre présentateur. Vous allez lui dire, samedi, tu travailles. Eh ben, je te paye samedi. Mais comme on dit chez nous, on n'arrive jamais à poil pour faire une émission. Et malgré ce qu'on peut penser, il faut bien la préparer, cette émission. Il faut bien téléphoner, anticiper, écrire son émission. Ça, ce n'est pas payé. Enfin, c'est payé autrement. On est payé le jour de l'émission par l'employeur, mais on n'est pas payé par l'employeur pour la préparation de l'émission. La réalité des CDDU, elle est là. Oui, mais c'est le sens du CDDU qui a été fait pour le spectacle vivant. Enfin, on l'a vu avec votre... Ben si. Non. Le sens du CDDU, c'est de payer le travail véritable. Ce n'est pas de payer ce que d'aucuns appellent, ce que M. Kerr connaît très très bien, ce qu'on a appelé autrefois le travail invisible. Ça, normalement, c'est payé par l'employeur. Et ça, c'est un travail conventionnel, une bataille conventionnelle. Le jour de préparation, dans votre cas, il est payé par qui ? Les jours de préparation pour faire une émission. Vous croyez qu'on arrive comme ça, le jour d'une émission, tout arrive ? Selon la réglementation. Non. Selon la réglementation de l'UNEDIC, pour toucher l'indemnité, il faut être disponible, entièrement disponible, et à la recherche d'un emploi. Si on est en train de préparer, j'interviens Daniel Edinger, secrétaire général des syndicats français des réalisateurs, CGT. Bon, les réalisateurs, c'est le même problème. C'est le même problème. Si je suis en train de préparer un documentaire, je suis pris, je ne suis pas disponible pour aller travailler ailleurs, je ne suis pas demandeur d'emploi réellement. Et donc le scandale, c'est ce qu'on appelle aussi le travail dissimulé. C'est que mon employeur me met dans une situation où pour réaliser mon émission, je suis obligé de travailler en amont. Je suis obligé de travailler. Je ne suis pas libre, mais comme je ne suis pas payé, je perçois des acédiques. Les acédiques ne sont pas faites pour payer mon travail. Nous ne sommes pas d'accord. Oui, non, mais on est d'accord sur le fond. Ça pose qu'un... Là, c'est... Enfin, non, je ne vais pas le dire comme ça. Mais si on va au bout de votre raisonnement, il faut supprimer le CDDU. Je n'avais pas cru comprendre que c'était la position de la CGT. Donc, si on va au bout du raisonnement, il faut payer. Si on va au bout du raisonnement, il faut payer le travail qui est réalisé par l'employeur. D'accord. Point barre. On est d'accord que le CDDU ne devrait pas être utilisé dans ce cas-là. Mais donc vous confirmez bien quand même le sujet. Vous confirmez bien que là, vous aviez pris un présentateur. C'est ça, hein, votre exemple. Donc, animateur en région, il écrit, il réalise. Donc, il est payé donc, sur un contrat d'une journée. Donc, on entend tous bien que sûrement, que pour être performant ce jour-là, il a travaillé un peu avant. Donc, on est d'accord. Et donc, vous me confirmez bien, parce que c'est ça qui fait le cœur de la polémique, que le reste, il est sur la même semaine ou sur le même mois, il touche des indemnités dans le cas des acédiques. On est bien d'accord, c'est bien ça votre... Voilà. On touche où il ne s'ouvre pas de droit, mais il y a deux problèmes différents. Pardon Michel, il y a deux questions. C'est d'une part de faire payer tout le travail, et ça se produit partout dans tous les métiers du spectacle vivant et enregistré, et là à Radio France en particulier, faire payer tout le travail, et ce qui a été décrit là, et le fait, l'exemple de Catherine Lévin, de la productrice, où on fait payer, alors là en l'occurrence, ça n'ouvre pas de droit à l'assurance chômage.
à creuser parce que le titre de producteur, animateur de radio sont dans les fonctions d'annexe 8, donc à d'autres moments ça va plus se produire. Non, pas à Radio si, France. si, mais il y a un accord entre Radio France, mais dans la réglementation d'annexe 8, elle y est. Donc ça se produit. Il y a une chose qui est de payer tout le travail, et il y a une chose, et dans le cadre de ces DDU qui sont réellement d'usage, mais où le contrat ne couvre qu'une partie du travail, et là, ça peut arriver à Radio France. Et par ailleurs, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'activité pérenne et permanente de l'entreprise. Et là, une grille qui est reportée d'année en année, qui est reconduite d'année en année, c'est de l'activité pérenne et permanente. Et là, ça ne devrait pas être du CDDU, mais ça devrait être du CDI, point, c'est tout. Le contrat de grille, il n'y a pas que notre secteur qui essaye de l'inventer. Le contrat de chantier, on l'entend ailleurs. Il y a sans doute des choses, d'ailleurs, dans l'article 22 de l'ANI du 11 janvier qui parle d'expérimenter le contrat de travail intermittent. C'est ce que nous refusons. Quand on est 9 mois dans une entreprise pendant 37 ans ou 12 ans, on devrait être en CDI, point, c'est tout. Allez-y tous les deux. Bon, simplement pour... peut-être je n'ai pas été assez précis, mais c'était pas mal, mais... j'ai perdu le fil. Mais pour vous dire que lorsqu'on disait que quelqu'un était en permanence dans l'entreprise, ce n'était pas pour faire de la préparation. C'était que le travail exigé par l'entreprise nécessitait sa présence pendant 3 semaines, par exemple, pour faire un documentaire, et que son contrat n'était que sur 5 jours. C'est la réalité. Donc, la présence était exigée dans l'entreprise. Exigée, mais pas payée. Payée pendant ce temps-là par un autre. Monsieur. Et en ce qui concerne les animateurs à Radio France, les animateurs de radio locale ne sont pas CDDU. Ils sont en contrat CDI. C'est la rectification que je voulais faire, c'était que les personnels d'antenne des radios locales sont en CDI. Donc là, on a trouvé un autre système pour une catégorie de personnel. Les animateurs, il ne nous en reste pas beaucoup, qui sont à France Bleu 107.1 et au Move, eux sont en contrat de grille, en CDDU. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est là où vous avez du mal à vous y retrouver, et que certains y perdent leur latin, parce que effectivement, là, c'était les organisations de salariés de Radio France. Donc nous connaissons très bien Radio France. Nos éminents collègues connaissent très bien le spectacle, mais dans toutes les sociétés. Et c'est pour ça qu'il faut recentrer aussi pour Radio France. Après, France Télévisions son heure viendra après nous. Et on doit recentrer à Radio France. Radio France, là où le bas blesse aussi, c'est que tout le monde court après les 507 heures pour toucher ces fameuses allocations. Et c'est là où les différents collègues qui sont autour de la table voulaient vous faire comprendre, c'est que pendant un moment, une personne peut être payée sur 2 jours, et on étale pour qu'il soit enfin payé par ou l'inverse, pour que le taux soit bien plus important. C'est-à-dire que quand on sait qu'une personne va faire ses 507 heures, on lui réduit ses journées pour avoir un taux plus important. Alors que dans le spectacle vivant, ça se fait sûrement pas. Ouais. Là, dans le spectacle vivant, c'est autre chose. Nous, ce qu'on voulait vous faire... Là, enfin, c'est pas autre chose, c'est la même... C'est-à-dire qu'il y a c'est ce que disait madame, il y a des endroits où c'est géré comme des artistes de spectacle vivant. Oui, Françoise. Simplement, je voulais dire, à Radio France, il y a des contrats de grille parce qu'à chaque fois, c'est lié à des émissions. Et alors, c'est susceptible, ces émissions, parce que c'est vrai que ça fait 25 ans, 30 ans que ces personnes sont là, elles ont acquis des qualités professionnelles, effectivement, sans conteste. Mais le problème, c'est qu'on dit l'émission pourra disparaître. Donc, on ne peut pas vous donner de CDI. Souvent, on voit les directions successives de Radio France émettre des réserves, parce que ce sont quelquefois les mêmes personnes. Et puis, alors, on dit une émission est très spécialisée, elle est particulière, donc vous ne pourriez pas retravailler sur une autre émission. C'est aussi l'excuse
que les directions, toutes les directions, c'est quand même pas d'aujourd'hui, hein, ce problème récurrent qui vient d'emplois indéfinis, dont les fonctions fourre-tout, collaborateur d'émission et un peu de tout, hein, dedans. On met collaborateur d'émission, aussi bien des assistants dits de prod, enfin, même un peu de juriste, un peu de secrétariat, un peu de tout, hein. On y met tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que ça rentre dans les annexes. Donc, le fait est, c'est que le salarié, il est prisonnier. Se révolter, il va être blacklisté, et puis il aime faire ce qu'il fait parce que ça l'intéresse, il se tait, les syndicats veulent intervenir, nous on peut intervenir, mais on nous dit surtout ne me cite pas mon nom parce que j'ai peur des représailles, tu comprends, j'ai mon chef. Vous comprenez, tout se tient. Et ça fait qu'aujourd'hui, on arrive en 2013, et Christian Kerr connaît très bien la situation, on en est aujourd'hui à une situation ridicule où le salarié est un peu audacieux, où il n'a plus rien à perdre, il va devant le tribunal, suivant qu'il soit jugé à Dijon, à Strasbourg, à Paris, d'abord il n'aura pas le même jugement. Déjà, il sera peut-être requalifié à mi-temps, avec 200 000 euros, 40 000 euros, 300 000 euros, ça fait toujours la joie, hein, du canard enchaîné. Eh bien, très bien pour le service public, mais enfin, tout ça, ça dure depuis des années. Aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est aussi parce qu'il y a des réductions budgétaires. Nous avons très peur que ces emplois-là en pâtissent et qu'on dise qu'on fasse de la polyqualification à tour de bras, qu'on supprime une assistante là, un technicien, enfin, parce qu'il faudra peut-être en arriver là. Et puis, il y aura l'étranglement des annexes où là, c'est ça, le bois dur là. On arrive dans le bois dur là. Parce que toutes ces personnes-là, elles doivent calculer pour être intermittent. On ne dit pas qu'on veut être intermittent. On rentre dans le régime qui est lié aux intermittents. Ce sont avant tout des fonctions qui n'ont rien à voir avec, pardonnez-moi, les mathématiques. Et pour être intermittent aujourd'hui, il faut souvent calculer, hein, vraiment. Donc c'est ingrat, c'est compliqué. Les salariés sont très isolés. Nous les défendons globalement, mais ils sont très isolés. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est heureux que vous puissiez nous entendre. Chacun a effectivement ses connaissances, sa défense, mais nous sommes quand même un peu démunis. Et je le redis ici, il y a des contrôles à l'intérieur de nos chaînes. Il y a des chiffres qui apparaissent, maquillés ou pas, il y a des pourcentages. Nous, on souhaiterait que vous puissiez régler moralement tous ces dossiers. Mais il faut aussi accepter des requalifications. D'ailleurs, on ne fait pas du recrutement, hein. On fait des requalifications dans l'audiovisuel. À Radio France, c'est de la requalification. Et pas toujours judicieuse. Ça me donne l'occasion de vous remercier pour vos témoignages. Hein. C'est des sujets pas faciles et je crois que vous avez bien illustré et je remercie tous ceux qui ont témoigné. Je voulais, et puis ça précise des choses et des débats qu'on a commencé à avoir sérieusement ce matin. Justement, il me semblait qu'il y avait une forme de contractualisation là-dessus. De faire un effort. Donc, est-ce qu'il y a eu un peu l'impression qu'il y a eu un effort de fait et que ça s'est relâché. Bon, alors quelle est votre perception là-dessus? Et puis enfin, je sais pas, vous allez dire. Et puis, et deuxième question, je reviens sur les aspects contractuels ou conventionnels plutôt. Là, j'ai pas bien compris. Enfin, si j'ai bien compris, il y avait une convention, elle est plus là. Vous êtes dans la négociation. Alors, quelle est la règle pour le moment? Puisqu'on est dans l'entre-deux, quelle est la règle appliquée? C'est clair ma question? Si je peux, allons-y dans l'ordre. Voilà. Allez-y. Si je peux me permettre, la règle, elle est celle donc qui correspond aux accords qui ont été signés à l'UNEDIC et s'y ajoutent certaines règles particulières, ou plutôt certains accords entre Radio France et l'UNEDIC. Et il a été question justement de ces contrats de grille et accords passés entre Radio France et l'UNEDIC qui sont très très contestables parce qu'ils rendent en particulier les producteurs liés à des contrats de grille, ils les rendent réellement précaires. Est-ce qu'il y a eu un progrès? Il me semble, du point de vue syndical, que le seul progrès qu'on peut observer, c'est quand il y a eu bagarre
à l'intérieur de l'entreprise pour des requalifications. Et il y a effectivement des professions qui ont obtenu des requalifications globales, collectives en CDI. Il n'y a pas eu que des batailles juridiques individuelles. Ces requalifications ont été plus ou moins intéressantes, comme l'a dit Françoise. Dans certains cas, elles sont intéressantes, dans d'autres, elles le sont moins. Parce que se pose le problème du salaire. Il faut que le salarié requalifié puisse trouver un niveau de salaire équivalent à ce qu'il avait auparavant. Et bien souvent, dans la requalification, ce n'est pas le cas. Donc ça pose le problème de la puissance budgétaire de Radio France. Et si aujourd'hui elle diminue, on ne voit pas très bien comment cette règle qu'on souhaite morale, que cette moralisation pourra s'appliquer, sauf à titulariser, à intégrer un petit nombre de CDDU et à éliminer tous les autres. Et je voulais dire à ce propos qu'il est question du CDD U, mais il y a une autre forme de CDD, le CDD tout court, qui pose des problèmes particulièrement choquants à Radio France, parce qu'il faut savoir que depuis quelque temps, depuis plusieurs mois, on peut dire, disons, depuis une année à Radio France, on applique, la direction applique un accord qui avait été passé avec des syndicats de journalistes dans un passé récent, et disons l'interprète d'une manière étendue pour limiter à maximum 4 ans le réemploi de CDD. Évidemment, la direction de Radio France veut éviter d'intégrer en CDI ces CDD. Donc elle s'est inventée une règle pour s'en débarrasser. Nous, les réalisateurs, par exemple, nous avons perdu comme ça un certain nombre d'assistants et d'assistantes qualifiés qui étaient CDD et qui scandaleusement ont été remerciés pour être remplacés, au bout du compte, par de nouveaux CDD. Donc là, on assiste à la mise en place d'un turnover. Donc je voulais au passage quand même signaler cela, parce que nous, syndicalistes, nous défendons le CDI, le CDDU étant aligné sur comme la référence du CDI, et que cette situation est très choquante. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Quenzon, Monsieur Gaspard. On peut espérer que de ces travaux sortira une rationalisation et en tout cas la fin d'une hypocrisie. Et j'ai envie de dire une hypocrisie à laquelle nous participons d'une certaine manière. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma première contribution, c'est effectivement lorsque nous accompagnons, je pense que c'est vraiment important de dire, quand vous dites des efforts ont été faits, oui, des efforts ont été faits. La fin de collaboration aujourd'hui à Radio France a largement évolué si on s'en tient à des dispositions anciennes qui prévoyaient, dans le cadre de la fin des collaborations, un barème qui était pas très favorable aux personnes. C'est vrai que suite à l'ensemble des jugements qui ont été rendus, la direction, plutôt que de se voir traîner devant les juridictions, préfère, avec notre assistance d'une certaine manière, et nous travaillons dans l'intérêt immédiat du salarié, nous faisons en sorte que la fin de collaboration soit alignée sur celle d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en plus avec, comme je le disais tout à l'heure, cerise sur le gâteau, le fameux mois dit de requalification. Il a été fait état tout à l'heure des requalifications de manière collective, et Jean-Éric parlait tout à l'heure des personnels d'antenne des radios locales, qui sont en région ce que sont un peu à Paris nos producteurs délégués. Donc ce sont des gens qui sont dans le cœur de mission de Radio France, qui parlent à la radio. Ces gens-là étaient des gens au cachet, et par une action collective, ils ont obtenu en 2000 leur intégration. Voilà. Donc il y a là une véritable piste, il y a là une véritable voie de travail pour, sur des fonctions permanentes, à partir du moment où effectivement on aura toujours besoin d'émissions de radio. À Radio France, c'est quand même notre cœur d'activité, eh bien on peut considérer que les professionnels qui ont acquis, comme ça a été dit tout à l'heure, une grande compétence au fil des années, montrent à la fois leurs compétences, mais également leur polyvalence. Il suffit de regarder le parcours des uns et des autres et de nos camarades producteurs qui sont aujourd'hui présents pour voir qu'on peut aller d'une émission d'actualité à une émission artistique, à une émission qui traite de plusieurs sujets pour montrer à quel point cette polyvalence est une réalité aujourd'hui. Et puis il y a un aspect qu'on voudrait
une dernière fois souligner, mais à Radio France, on a mis un plan en place de prévention des risques psychosociaux pour avoir accompagné des salariés qui, en 2 minutes 30, reçus par leur directeur de chaîne, voient leur mort professionnelle prononcée. On peut vous dire que ce plan de prévention des risques psychosociaux est une vaste fumisterie. Parce que tant qu'on restera à traiter des collaborateurs avec une telle ancienneté, avec un tel degré de compétence, maintenus dans une situation de précarité de cette nature, et qu'on met fin à leur parcours professionnel sans la moindre justification, sans la moindre explication, mais en disant juste « voilà, tu as fait ton temps », eh bien, nous considérons qu'aucun effort sérieux n'est fait. Et on attend de vous, en tout cas, que vous puissiez faire en sorte que ces choses-là s'arrêtent et ne soient plus possibles dans des maisons de services publics comme celle de Radio France. Merci. Monsieur Gaspard, vous souhaitez intervenir? Benoît Gaspard, chef opérateur du son à Radio France et Sud Radio France également. Je vais rajouter juste une petite chose, que l'essentiel a été dit jusqu'ici. Mais pour revenir sur la négociation du nouvel accord collectif à Radio France, simplement, ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que nous avons déjà eu 2 réunions de négociation sur le thème des CDDU, sur la base du texte proposé par la direction, et où nous avons pu faire, et les uns et les autres, nos différentes revendications. Si aujourd'hui on parle d'une impasse, c'est parce qu'on est contraint de constater qu'il n'y a aucune volonté d'un dialogue équilibré et d'une prise en compte d'une évolution de la jurisprudence et des argumentaires qu'on peut amener les uns et les autres et qui vous ont été présentés aujourd'hui. Donc, on va retourner à la négociation, mais ce qu'on en a vu jusqu'ici, c'est extrêmement négatif et on ne voit pas du tout la direction vouloir évoluer d'un iota par rapport à ce qui se faisait jusqu'ici. Je rajouterais, on a même eu le droit à la phrase « on ne change rien ». Merci. Est-ce que... Oui, je vous en prie. Petite intervention pour conclure. En gros, ce qu'on avait, nous, comme sentiment, et il semble qu'il soit partagé, c'est qu'après 2003-2004, il y a eu un effort de fait sur certaines catégories, parce que les producteurs animateurs, ça n'a pas été réglé, mais sur certaines catégories, un peu trop voyantes, et que depuis 2-3 ans, les contraintes budgétaires font qu'on repart très largement vers un non-respect du Code du travail sur le CDI. C'est ce qui a été dit d'ailleurs. Et ça, évidemment, ça interpelle la tutelle sur les moyens de Radio France, sur ses missions, et sur le fait qu'on peut peser sur la précarité de l'emploi toute la responsabilité d'assumer ses missions. Oui, je voulais faire un ajout, Patrick Dèche, pour le SNAM CGT. Précision sur la situation des orchestres qui, alors, comme vous savez, par nature, évidemment, ils sont appelés dans leurs activités à engager des musiciens en CDDU, des complémentaires, des remplacements, enfin, c'est assez logique. Cependant, alors, on va revenir sur les questions de budget, mais pour la direction de la musique, il y a une baisse de 5% hors inflation depuis 2009 qui est lisible. Et donc les orchestres voient souvent confrontés à des argumentaires sur la restriction budgétaire. Donc on demande de faire des efforts, vous connaissez. Et à la suite de ça, eh bien, il y a une augmentation une diminution plutôt des appels sur les concours, notamment sur les solistes qui, pour en tout cas l'Orchestre national de France, ont pris un retard qui peut aggraver la situation, la condition de travail. Alors, d'autant plus que les solistes, c'est évidemment des places qui sont destinées à être permanentes et non sur des CD d'usage, donc il n'y a pas que des CD d'usage légitimes, même au sein des orchestres. C'est pas la même chose pour l'orchestre philharmonique, je tiens à le préciser. En fin de compte, il y a 2 directions sur ces orchestres et en fin de compte, quand il y a une réaction par rapport au retard pris sur les concours, donc sur l'embauche, particulièrement, eh bien, la direction de l'orchestre philharmonique semble être plus réactive, alors que l'orchestre national a pris un retard qui va affecter forcément et le travail et la qualité. Enfin, vous savez que c'est un problème, un travail collectif qui demande une cohésion d'ensemble, qui ne se travaille pas effectivement autrement que sur la longueur. Enfin, il s'agit évidemment du travail et de la nature du travail dans l'orchestre là. Tout ça pour en venir aussi à ce qui a amené, d'après notre analyse sur ces questions, cette redondance de l'emploi intermittent au sein des orchestres, c'est un effet des contrats d'objectifs et de moyens qui sont conclus avec l'État, qui amènent
apparemment un jeu de domino avec les emplois, simplement en étant compté en équivalent temps plein, on crée de façon artificielle, voilà, de nouveaux emplois pour des nouvelles missions qui, elles, évidemment, viennent se rajouter avec les diminutions chiffrées, en fin de compte, de l'embauche. Ça, c'est pour la question particulière des orchestres. Alors, il faut aussi noter qu'il y a un nombre de postes aujourd'hui à pourvoir précisément. Il y a près de 13 postes qui sont à pourvoir sur les 118 postes de l'Orchestre national de France. Peut-être 2, oui c'est ça encore, mais l'Orchestre philharmonique qui, lui, prend assez les devants et les prépare quasiment 1 an à l'avance. Enfin, il y a 2 organisations très différentes qui sont intéressantes à comparer. Voilà, merci. Merci à vous. Oui, madame, je vous en prie. J'aurais juste voulu conclure simplement en insistant sur la gestion des ressources humaines qui est calamiteuse à Radio France, aussi bien pour les précaires que pour les CDI, où les personnes sont redéployées un peu n'importe comment, ou comme l'ont signifié mes collègues, remerciées du jour au lendemain, sans explication. Et je voulais insister là-dessus. Merci. Bon, il me reste à vous remercier pour l'énorme masse d'informations que vous avez transmises à notre rapporteur, et je peux vous rassurer, il va en faire son miel et il va essayer de le traduire dans son rapport que nous rendrons au printemps. Merci de votre collaboration. Merci à tous.